Donc nous allons passer maintenant à la deuxième table ronde commun et numérique. Et je vais passer la parole à Guilherme Carvalho, maître de conférence en musique et coordonnateur du thème de recherche environnement virtuel et création à la MSH Paris Nord et président donc de cette deuxième table ronde. Guilherme, c'est à toi. Bonjour et merci à toute la MSH pour l'organisation de cette belle journée autour des communs. Cette deuxième table ronde, dans cette deuxième table ronde, on va aborder les enjeux des communs dans le cas du numérique. Plus précisément, il s'agit essentiellement de penser les communs immatériels ou informationnels, tels que nous avons déjà parlé, et dans ce cas-ci, les communs numériques en particulier. Il sera question de tenter de comprendre les connaissances qui sont produites dans des contextes numériques par la culture du code informatique, comme de la production de communs. On a vu déjà le cas des logiciels qui peuvent être considérés comme des biens communs, l'idée du copyleft. Il y a plus encore à dire sur l'utilisation du code comme partie de processus créatifs, comme constituant un environnement numérique auquel plusieurs personnes peuvent donc avoir accès et que l'on peut donc considérer comme des communs. On abordera, grâce aux deux interventions de cette table ronde, l'exemple du projet FAUST, dont on vient d'avoir un symposium international qui vise à mettre en commun justement du code pour la production musicale, le traitement du son, et nous aborderons également le projet TAPAS qui cherche à caractériser des plateformes collaboratives qui peuvent s'organiser selon des logiques de partage d'idées, de connaissances numériques différentes. Nous aurons pour ceci, dans cette table ronde, la participation d'Alain Bonardi, professeur en musique à l'Université de Paris 8, de Corinne Vercher-Chaptal, qui est professeure en sciences de gestion à Paris 13, et nous avons aussi, pour discuter ces deux conférences, Philippe Bouquillon, qui dirige l'axe 1 à la MSH, Art, Industrie de la culture et création, et bien sûr, nous comptons aussi avec la participation d'Anne Cédès, directrice de la MSH, et qui est aussi professeure en musique à l'Université de Paris 8. Il est intéressant avant que je ne passe la parole aux intervenants, de garder l'esprit justement combien, à plusieurs échelles distinctes, l'idée de commun est importante, est centrale aujourd'hui pour plusieurs des activités artistiques qui dialoguent avec le numérique. Les questions d'échelle des plateformes sur lesquelles ces enjeux-là peuvent se déployer, sur lesquelles des échanges peuvent avoir lieu, les outils à travers lesquels peuvent circuler ces informations, et quels sont les statuts de toutes ces productions de connaissances, ces productions artistiques-là. Disons, toutes ces questions-là sont vraiment d'une contemporanéité extrême à présent. La situation sanitaire, d'ailleurs, n'a fait que mettre peut-être encore plus en évidence l'importance et la position centrale de ces plateformes d'échange et de la possibilité de transmission et de construction de connaissances communes grâce à une culture du code. En particulier pour des arts qui pouvaient dépendre, ou qui dépendent essentiellement de présence physique, comme des concerts, ou comme le théâtre, ou comme la danse. De nouveaux rôles sont joués maintenant par des contenus numériques qui soulèvent évidemment immédiatement la question de la transmission et la conservation et le statut de ces connaissances, de ces contenus produits ainsi. Je passe la parole initialement à Alain Bonardi qui nous parlera donc du projet FAUST, et ses retombées pour une culture du code informatique dans le monde de la musique et du traitement du son. Alain.
Oui, Guilherme, est-ce que vous m'entendez? Super. Alors, je vais partager, j'ai quelques slides. Je me suis permis d'enfreindre la limite même des 3 slides. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais présenter cette petite contribution sur la pensée du code audio numérique comme un commun à partir de l'expérience du projet FAUST. Alors, nous étions hier soir encore dans la conférence FAUST 2020, donc qui avait lieu mardi et mercredi, donc c'est tout frais et ça va décanter et certainement contribuer aux propos du jour. Alors, l'informatique est abondamment utilisée dans la création audio aujourd'hui et on va dire qu'il y a, pour simplifier les choses, deux mondes, deux approches. Donc à gauche, vous avez l'approche logicielle en logiciel propriétaire protégé, que ce soit des logiciels autonomes, hein, des logiciels qu'on peut utiliser très simplement sur un ordinateur, comme des logiciels de montage sonore, mais aussi des plugins qui vont être des modules utilisés dans d'autres programmes, encapsulés dans d'autres programmes, équivalents d'anciens dispositifs qu'on a eu autrefois, qui étaient typiquement, je vais prendre souvent cet exemple de la guitare, il y a énormément de pratiquants de la guitare dans tous les styles en France et dans le monde. Eh bien, on a encore des gens qui utilisent des boîtiers à leurs pieds et qu'ils activent, ils tournent les boutons. Et donc, ces plugins sont les équivalents de ces boîtiers hardware. Alors, c'est tout ça, tous ces logiciels propriétaires protégés au sens large, ils ont comme caractéristique d'être opaques, c'est-à-dire qu'on n'a aucun examen possible du code qui est à l'intérieur. Ils sont onéreux, alors ça paraît pas, mais c'est plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros. Il y a de très bons plugins pour guitare qui se négocient à 1 500 € le plugin, quand même. Et ils subissent, dans le meilleur des cas, on peut penser que parfois ils provoquent une forme d'obsolescence, en tout cas de perpétuelle nécessité de mettre à jour son logiciel, son ordinateur, son système d'exploitation, etc., etc. De l'autre côté, nous avons, on va dire un petit peu à l'opposé, des langages de programmation. Alors là, on va partir de rien, mais ça va permettre, avec ces langages de programmation, de programmer des traitements et synthèse du son. Donc, on a 2 types de langages, des langages généralistes qui servent à faire toutes sortes de choses, comme par exemple C, C++, et puis des langages spécialisés orientés musique et son. Et évidemment, eux, comme caractéristique, ils permettent l'examen critique du code. Ils permettent, ce qui est un point central dans notre exposé d'aujourd'hui, le partage du code. Il y a une gratuité d'accès, mais la phase d'apprentissage est plus difficile, peut-être un peu plus longue. Alors, dans ce que je vais montrer aujourd'hui, je reviendrai souvent sur les plugins pour guitare parce que je trouve que c'est un bon exemple et tout le monde connaît ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que FAUST? Alors, FAUST s'inscrit, c'est un langage de programmation. Et c'est parmi les langages de programmation, c'est un langage de programmation spécifique et pas généraliste, donc dédié à la création sonore, de transformation et de synthèse du son, qui a été développé par un centre de recherche et de création français qui est le GRAM à Lyon depuis 2004, donc presque 20 ans. C'est un langage fonctionnel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, grosso modo, il permet de réaliser ce que on réalisait autrefois sous la forme de boîtiers, comme j'ai dit, soit au labo, soit au pied du guitariste. Donc, des petites boîtes qui font des traitements et qui sont reliées les unes aux autres, chaque boîte accomplissant une fonction. Et donc, FAUST a repris cette écriture en flux de traitement. On écrit du texte, donc c'est une programmation sous la forme de code texte. Et on crée avec ça une synthèse ou un traitement de son en temps réel. J'ai écrit un petit bout de texte, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge. Voilà, 2 lignes, A1 égale 0,9, process égale plus tilde fois A1.
Eh bien ça, c'est le code Faust textuel qui va créer ce dispositif que vous voyez au-dessus sous forme de petits diagrammes là, avec des blocs. Donc du son qui va rentrer ici, qui va s'ajouter à du son qui va lui être réinjecté comme ça. Et en fait, ça c'est le code très simple, très explicite et très rapidement fonctionnel d'un filtre passe-bas, donc qui va favoriser les fréquences graves dans un son qui va rentrer. Et donc le son qui sortira aura perdu en fréquence aiguë. Et donc Faust permet d'exprimer sur une base mathématique, puisque l'idée est vraiment d'avoir un langage mathématique universel, tout algorithme s'exprimant sous la forme de ce fameux bloc diagramme de modules enchaînés. Les qualités du langage Faust. Pourquoi nous, par exemple, à Paris 8, au CICM, nous nous sommes intéressés à Faust depuis un certain temps, depuis longtemps même. Eh bien, la première qualité, c'est la portabilité, et ça c'est vraiment une qualité majeure. C'est-à-dire ce même petit code que je vous ai montré tout à l'heure, je vais pouvoir créer une application sur n'importe quel appareil quasiment, sur n'importe quel appareil numérique, que ce soit un ordinateur Mac PC, que ce soit un téléphone, une tablette, une carte électronique, un robot, je ne sais quoi, avec des formats variés. Voilà, ça peut être une application autonome, un plugin d'autres logiciels, etc., etc. La pérennité est la deuxième qualité, puisque ce code textuel que je peux afficher à n'importe quel moment, a priori, je peux le réutiliser indéfiniment tant que l'on disposera de compilateurs permettant de le traduire sur les machines que l'on aura au moment où on les aura. Donc, par exemple, l'autre jour, j'ai ouvert et réutilisé un code de 2011. Alors, 2011, c'est il y a 9 ans. En informatique, c'est une opération. Si vous essayez d'utiliser un logiciel de 2011 sur un ordinateur de 2011, vous êtes déjà dans la préhistoire et certainement dans quelque chose d'obsolète et vous ne pourrez pas y arriver. C'est-à-dire que ça va vous dire votre ordinateur soit n'est pas assez puissant, soit n'est plus compatible, etc. Et donc, ce code de 2011, je l'ai recompilé avec le compilateur qui est fourni par Gram actuellement et ça fonctionne parfaitement. C'est un code open source qui est ouvert, donc qui est un format texte accessible de partout. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la syntaxe, mais c'est une syntaxe très réduite et qui a un grand pouvoir expressif. Il y a une syntaxe opératoire mathématique et il y a seulement 5 opérations de composition électrique entre blocs. Vous voyez, ces blocs-là que l'on met en ces petites boîtes, ces petites fonctions, eh bien, on va les associer soit l'une à côté de l'autre. Alors ça va être par exemple la virgule, l'opérateur virgule. Soit, par exemple, en dessous, on va voir que ce module-là qui fournit un petit générateur de son en dents de scie, eh bien, on veut sortir trois sorties. Eh bien, on va, avec ce petit opérateur-là de split, qui est juste inférieur de points, on va sortir vers 3 sorties. Donc, on a une syntaxe extrêmement réduite. Voilà. Alors, je peux montrer une façon... Ah, pardon, je suis parti sur l'autre. Voilà. Est-ce que... Oui, voilà. Voilà. Je suis, par exemple, sur une page de Gram à Lyon, qui est un moteur Faust en ligne. Donc, là, encore plus d'avantages, c'est-à-dire je n'ai installé aucun logiciel. Je tape juste l'adresse de ce moteur et je vais faire du Faust là directement devant vous et je n'ai installé aucun logiciel et je vais pouvoir directement créer des sons. Alors, ce n'est pas les plus jolis sons, hein. J'ai fait une petite modulation en nano. Voilà. Vous voyez l'interface qui apparaît. Voilà. Et donc, j'ai créé, le code est là-haut. Le code, c'est 4 lignes. Hein. Et j'ai créé ce petit module, vous voyez, qui apparaît déjà sur le web. Donc, je peux rester sur le web, mais je peux, avec la fonction d'export, exporter une application pour mon Mac, là, sur lequel je suis, pour mon téléphone, pour n'importe quelle destination, Mac, PC, iOS, etc., etc. Alors, un exemple qui nous a été montré pendant la conférence Faust mardi,
très, très pertinent, c'est par rapport à la guitare. Voilà un ampli de guitare électrique Marshall, là, très analogique, à gauche, que vous voyez là, du côté gauche, en bas à gauche du slide. Et au-dessus, vous avez des plugins. J'ai mis comme ça une photo d'un plugin qui simule, vous voyez, on voit les scans des boîtiers, delay, etc., wah-wah, tout ça. Eh bien, voilà un logiciel qui simule ça et qui est vendu 230 € ou 200, enfin, quelque chose comme ça. Et puis, en bas à droite, on a l'ampli guitare Marshall reconstitué en Faust par Michel Buffin, un collègue de l'Université de Nice, avec le code qui est complètement accessible, appropriable et qui produit un son magnifique au niveau de l'amplification de la guitare électrique. Alors, Faust va s'inscrire donc dans une culture du code. On le voit bien, hein, ce code textuel se prête au partage. Donc au partage du savoir-faire en création musicale audio-numérique. Et il s'agit et je crois que là, il y a une prise de conscience de la communauté Faust, à partir d'idées comme ça, qui étaient plutôt des idées liées au langage, de mesurer maintenant la portée culturelle, on va dire, sociétale des choix qui ont été faits et qui finalement ont un grand impact, au-delà du simple langage et de la simple expression. C'est cette portée dans la culture du code, comme moyen d'expression, d'écriture. Et ça se manifeste, ça s'est manifesté donc ces jours-ci avec la conférence Faust 2020. Ça avait déjà commencé à apparaître en 2018, cette portée de ce langage. L'écosystème de l'audio numérique qui est lié à ça, je l'écris. Voilà, c'est plutôt donc États-Unis, Canada, Europe, avec l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la France en tête de pont. Et ça commence à émerger du côté de l'Asie, de la Chine, notamment. L'enseignement de Faust dans le monde académique, voilà, alors nous on l'enseigne à Paris 8. Il est enseigné à l'université de Saint-Étienne. Il commence à être enseigné dans des grandes universités américaines. Donc ça vient partout. Et donc une des missions qu'on s'est données, par exemple aussi hier encore, c'était de faire un recensement des lieux académiques où l'on enseigne le langage Faust et l'on fait pratiquer aux étudiants cette construction finalement aller regarder ce qui existe déjà et venir construire son traitement, sa synthèse, son module sonore, mais construire son instrument finalement dans cette logique-là et le mettre à disposition ensuite de la communauté. Il y a l'idée aussi que finalement ce rassemblement de connaissances, ça doit se passer par évidemment une synthèse des contributions à Faust et des productions avec Faust. Et il y a le rôle fondamental qui est joué par les sites de dépôt versionnés comme GitHub. Alors GitHub, c'est plutôt au départ on crée un dépôt GitHub, c'est plutôt pour faire du logiciel classique, hein, on va dire. On écrit un logiciel et l'avantage de GitHub, évidemment, c'est d'offrir le partage, c'est de l'open source. On va pouvoir ouvrir son logiciel à une communauté et aussi de gérer le versionning, c'est-à-dire les modifications successives des uns et des autres dans le code. Et aussi, donc, ce dont on a parlé tout à l'heure, cette fameuse façon de transmettre une licence et un droit à continuer le logiciel, à s'en emparer, à créer une nouvelle branche dans le logiciel, etc., etc. Et on voit que les contributions à Faust, que ça soit, alors voilà, il y a eu des nouvelles
une nouvelle vaste bibliothèque en 2014 avec vraiment un rassemblement de plein de fonctions proposées par des contributeurs de la communauté Faust. Donc ça s'est passé par GitHub, par des librairies proposées par GitHub. Il y en a de nouvelles en préparation. Moi, par exemple, j'ai tiré parti et j'ai commencé à travailler pendant le premier confinement sur une librairie où j'essaye de rassembler 20 ans d'enseignement, de création, de recherche en musique mixte, qui était écrit dans divers langages ou divers environnements et que j'ai transcrit en Faust parce que ça me paraît important d'avoir ce type de dépôt aussi. Et vient aussi une constitution d'un réseau de dépôts GitHub d'œuvres musicales faites avec Faust. On a mis ce petit hashtag Made with Faust, voilà, c'est-à-dire dans lesquels il y a au centre le code Faust qui permet qui est la colonne vertébrale de l'œuvre, mais aussi toutes sortes d'informations pour pouvoir jouer l'œuvre électronique ou avec électronique qui est déposée là. Et il me semble qu'au-delà du code, on peut aussi essayer de donner à ces objets de code une portée culturelle. Il me semble que la notion d'instrument se prête particulièrement à ça, pour nous en musique, et la diffusion de cette culture du code vers les conservatoires. J'avais 2 chiffres en tête. Le nombre de personnes, d'êtres humains vivants ayant pratiqué la guitare à un moment ou à un autre de leur vie, c'est 500 millions de personnes vivantes actuellement. Voilà. Le nombre de jeunes pianistes chinois dans les conservatoires, c'est 50 millions. Et donc se dire que si on contribue comme ça, si on arrive à venir aussi dans les conservatoires sous ce biais de l'instrument, que finalement le code peut permettre de construire son instrument, parce qu'en considérant, ça c'est une petite référence à un compositeur, Helmut Lahrenmann, que composer c'est d'abord construire son instrument. Ça me semble très important. Alors on a, nous à Paris 8, un projet qui tourne depuis 8 ans qui s'appelle Musique Mixte entre le CICM et donc le Conservatoire de Saint-Denis. Au départ, c'était des étudiants compositeurs de Paris 8 qui proposaient des créations de musique mixte, donc associant instruments solo et électronique, qui soient ensuite joués par les jeunes musiciens du conservatoire, épaulés par la professeure. La nouvelle idée qui vient là, avec Faust et avec un environnement que nous avons créé au CICM, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui s'appelle Kiwi, qui permet de travailler à plusieurs sur la même situation électronique, c'est le partage de l'électronique désormais entre tous, musiciens, compositeurs, professeurs du côté du conservatoire, professeurs du côté de Paris 8. Alors, quelques photos d'activités récentes qu'on a eues en janvier dernier, voilà, au conservatoire, donc activité de musique mixte, donc avec des haut-parleurs, des micros, un ordinateur, de l'improvisation. Voilà, on voit un étudiant à droite là, qui est sur son ordinateur, il utilise un patch Kiwi mais dans lequel il y a du Faust. Et voilà, il utilise ce genre de patch, c'est-à-dire on voit du code Faust là qui est manipulable très facilement. On voit au milieu là, mais je n'arrive pas plus à avoir ma souris, c'est pas grave. Au milieu, si vous arrivez à lire la ligne 40, il y a une ligne avec une séquence de rythme. Ben, cette séquence est directement modifiable par n'importe qui. On peut changer la séquence rythmique et ça recompile. Et à la volée, on crée un nouvel instrument. Voilà, qui est une autre dynamique. Encore une autre photo, donc, où on voit voilà, les élèves, les élèves du conservatoire, les étudiants, sur les mêmes objets, en train de manipuler ces mêmes codes Faust implémentés dans des patchs Kiwi. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout des 20 minutes et je vais m'arrêter là en disant que voilà, ce projet Faust, il est en plein développement et on espère vraiment qu'il peut contribuer
en tout cas dans le monde du numérique, un véritable commun et une véritable pratique musicale et de coding finalement sortant des logiciels commerciaux et propriétaires et permettant vraiment l'appropriation par tous de ces concepts. Voilà, merci. Merci Alain pour cet aperçu de l'environnement que devient FAUSS, disons, de toute la portée que l'on a là-dessus pour vraiment créer des possibilités d'échange, des possibilités de rendre commun, accessible, partageable, modifiable, toute cette connaissance produite dans cet environnement numérique pour le son et la musique. Je passe maintenant la parole à Corinne Vercher-Chaptal, professeure en sciences de gestion à l'Université de Paris 13, qui nous parlera entre autres du projet TAPAS, There Are Platforms as Alternatives, un projet qui vise à approfondir la distinction justement entre des plateformes capitalistes et des plateformes collaboratives pour la gestion, la diffusion, l'accès à plusieurs sortes de biens communs. Corinne. Merci, vous m'entendez? Tout à fait. Alors, je vais moi aussi avoir l'audace de tenter un diaporama. Donc voilà, donc c'est un projet de recherche qui est financé donc par la DARES et par l'adresse, et on est en fin du projet, on n'a pas tout à fait analysé encore complètement les données, mais pour vous donner un ordre d'idée, on doit rendre le rapport là avant l'été. Voilà. Alors, à l'origine de ce projet de recherche, l'origine de ce projet, il s'ancre sur une réflexion autour de l'économie collaborative et de l'espace extrêmement hétérogène qu'elle dessine, et surtout de la variété des plateformes qui se revendiquent de l'économie collaborative, dont certaines, et seulement certaines, mais quand même certaines, revêtent des dimensions propres au commun. Alors, cette notion de plateforme, pour rapidement rappeler, elle reste très polysémique. C'est un objet d'étude en soi que de définir ce concept de plateforme. Bon, néanmoins, on va essayer d'en poser quelques bases, du moins celles qui structurent notre travail. Donc c'est un concept qui a été popularisé par un entrepreneur, Tim O'Reilly, en 2011. Et il est aujourd'hui utilisé pour décrire des formes variées de systèmes techniques et d'acteurs économiques. Alors, ces formes, elles peuvent aller des médias sociaux aux plateformes de transactions, de biens, de travail, de services, en passant par les moteurs de recherche, les systèmes d'exploitation, notamment. Alors, au-delà de la diversité de leurs usages, les plateformes, elles se caractérisent par deux grandes dimensions. En tout cas, c'est ces deux-là que nous avons retenues. Alors, d'une part, elle renvoie à un processus de mise en relation entre différentes catégories d'acteurs, des annonceurs, par exemple, et des utilisateurs, pour ce qui est de Google, des chauffeurs et des clients pour Uber. Et par ailleurs, ce processus de mise en relation repose sur une infrastructure technique qui assure la coordination. Alors, il s'avère que c'est une coordination algorithmique qui va orienter le flux d'informations. Et cette coordination algorithmique, on y reviendra, elle peut avoir bien sûr un pouvoir normatif extrêmement fort sur les échanges sociaux. Donc, dans la littérature sur les plateformes numériques, on voit bien qu'elles sont généralement associées à l'évolution du capitalisme contemporain. Et là, je fais référence aux travaux de Sniszek, pour qui les innovations opérées dans les technologies numériques ont permis le développement d'entreprises, plateformes qui sont aujourd'hui capables d'extraire, de traiter, de contrôler, de monopoliser un volume extrêmement important de données pour générer de nouveaux profits. Alors, ces entreprises plateformes, elles se caractérisent par une position dominante sur leur marché et elles vont bien sûr maximiser le bénéfice de cette position en procédant à une extraction systématique de valeur monétaire via des commissions sur les transactions, la valorisation des données personnelles des usagers. Alors,
de par les effets de réseau et en vertu de la loi selon lequel the winner takes all, finalement, ces plateformes, elles occupent des positions qui sont extrêmement compliquées et difficiles, on le voit bien aujourd'hui, à en remettre en cause, et elles participent finalement à diffuser, elles sont le véhicule d'une digitalisation qu'on pourrait caractériser d'oligopolistique. Alors, par rapport aux dérives qui sont maintenant quand même relativement bien renseignées, contestées de ce capitalisme de plateforme, notamment en termes de risque de déstabilisation du travail, de la protection sociale, mais aussi de protection des données personnelles, on va assister à un contre-mouvement sur le terrain. On va voir des alternatives qui se développent, qu'on nomme dans le projet. On va arriver à une caractérisation que je vais vous proposer aujourd'hui, mais pour l'instant, on les nommait plateformes donc collaboratives qui vont venir proposer dans chaque secteur d'activité monopolisé par les plateformes, par les entreprises plateformes. Elles vont tenter de proposer des alternatives. Alors, contrairement aux entreprises plateformes qui vont se caractériser par une gouvernance très verticale et par la monopolisation de la valeur créée, l'extraction de la valeur créée, là on va assister à des plateformes qui vont se démarquer très clairement de ce fonctionnement centralisé et extractif. Alors, ces plateformes qui sont l'objet de notre étude, elles nous ont vraiment paru dessiner un champ susceptible de s'émanciper des stratégies purement marchandes, on va le voir, pour mieux répondre à des impératifs de soutenabilité sociale et environnementale, mais aussi, on le creuse, c'est peut-être le moins abouti encore dans le projet, mais aussi à des enjeux de protection et au-delà d'émancipation de ceux qui y contribuent et qui travaillent sur ces plateformes. Et de fait, on peut peut-être imaginer qu'avec un soutien, on en parlera en conclusion, elles peuvent développer une forme de digitalisation en commun. Alors, donc, l'étude, elle porte sur les expérimentations de plateformes collaboratives et aussi sur leur potentiel à préfigurer l'évolution des pratiques et des régulations, parce qu'on a vraiment finalement le sentiment que dans l'équipe que nous sommes, où on coproduit ce travail, je suis seule à le présenter, mais c'est une vraie coproduction en commun. Donc, on a vraiment le sentiment que, de par les innovations dont elles sont porteuses, ces plateformes peuvent préfigurer vraiment l'évolution des régulations et à l'image de ce que l'on fait un temps les mutuelles, par exemple, pour la sécurité sociale. Donc, on a des expérimentations qu'on pourrait caractériser d'émancipatrices. Alors, le terme d'expérimentation est important pour moi parce que c'est souvent les expérimentations émancipatrices, elles ont souvent été délégitimées, y compris et notamment par la perspective critique. Donc là, l'objet, c'est quand même de mettre l'éclairage dessus et de comprendre la portée qu'elles peuvent avoir. Alors, ce qui veut dire que c'est une étude qui est profondément ancrée sur le terrain. Nous sommes partis du terrain et de ce que mettent en place les acteurs sur le terrain. Ça nous a été permis grâce à un partenariat avec l'association La COP des communs, association qui a structuré un groupe de recherche, plateforme en commun, qui a œuvré, qui a fait un long travail de mise en communauté, des initiatives venant de l'ESS et des initiatives venant des communs. Il y avait hier le forum des plateformes collaboratives. Donc, on a mobilisé des cas, donc je vous en ai affiché certains, je ne pense pas avoir été exhaustive, mais pour rendre un peu tout ça concret, pour vous montrer ce qui est couvert comme activité centrale pour nous, citoyens, et dont on a vu l'importance dans cette période de crise sanitaire. Alors, on a Mobicorp, qui est une coopérative qui est une coopérative grand public de covoiturage libre, qui vend également, on y reviendra, des plateformes en marque blanche aux collectivités locales. COPcycle, qui a été primé hier, qui a eu le prix du public dans le forum des plateformes coopératives, donc qui est une coopérative qui s'est construite pour défendre les droits et les intérêts des livreurs à vélo,
Et finalement, la forme coopérative donne aux livreurs la maîtrise de leur outil de travail et le logiciel qui est open source, mais sous réserve, j'y reviendrai aussi, il est à l'usage de coopératives de livreurs qui se créent. Et aujourd'hui, il y a un réseau qui est constitué et qui a maintenant une taille internationale. Il y a aussi, outre la protection du salariat, ou en tout cas des conditions de travail, il y a aussi un enjeu écologique, c'est des livreurs à vélo, et il y a un vrai enjeu de repenser aussi la logistique urbaine contemporaine. Donc on est sur des plateformes qui sont assez ambitieuses dans leur portée, dans leur finalité. Open Food France, qui est une plateforme destinée aux acteurs des circuits courts, pour qui elle offre un certain nombre de services, le référencement d'offres, etc. On a vu dans cette crise sanitaire toute l'importance d'avoir, pendant la pandémie, des plateformes qui permettaient de mettre en réseau des petits acteurs comme ça. Les oiseaux de passage qui valorisent le droit à voyager différemment, et qui offre la possibilité d'une mise en récit des territoires, de leur histoire, et notamment de leur histoire sociale, et donc qui développe un concept d'hospitalité bien plus large que le concept de voyage. Bon, je passe un peu vite sur ces cas, c'était quand même pour vous donner les illustrations à partir desquelles on a cheminé. Alors, la particularité de ces cas, et ça me semble important de le replacer, dans ce cadre, pour pouvoir en tirer quelques éléments d'analyse, c'est que finalement, on a là un contre-mouvement, et ça, c'est une réflexion qu'on avait commencé à mener dans le programme de Benjamin, Coria en commun, puisque Tapas est un des bébés d'en commun, ou en tout cas est issu de ça. Il a en commun ouvert de nombreuses pistes, dont celle de Tapas. Donc, c'est un contre-mouvement qui se situe à l'articulation des communs numériques et de la tradition coopérative. Alors, je vous ai mis juste là, hier, il y a un édito qui a été signé par plusieurs acteurs des plateformes collaboratives. Nous, plateformes coopératives, nous levons face à Amazon et les autres. Donc, on a bien un contre-mouvement qui se configure à l'articulation entre deux tendances. Alors, je vais reprendre très rapidement ces deux tendances pour vous montrer dans quelle mesure ce qui se joue sur le terrain aujourd'hui, tel que nous l'observons, jette un pont finalement entre ces deux tendances et va encore plus loin. Alors, la première tendance, c'est le mouvement libriste, c'est les communs numériques et le mouvement libriste, dont je ne vais pas y revenir. Bon, la finalité du logiciel libre, c'est la défense des libertés numériques. En termes de positionnement, on ne retrouve pas dans le mouvement du libre une critique en tant que telle du capitalisme, de plateforme et du marché. Mais on trouve une dénonciation de certains modes d'appropriation des ressources auxquels les licences libres sont une réponse. Donc l'approche développée par le mouvement du libre, c'est finalement une approche alternative qui vise à développer des plateformes non propriétaires ouvertes à une contribution libre d'une multitude de contributeurs. Et finalement, c'est une solidarité très ouverte qui se met en place, basée sur un partage très large des ressources pour agréger un grand nombre de contributeurs. La difficulté de ce mouvement, ce sont ses fragilités, puisque beaucoup de projets souffrent d'un problème de maintenance et de financement parce que leur développement repose sur des communautés dont les moyens sont absolument sans rapport avec l'importance des ressources qu'elles mettent à disposition du monde entier. Je parle, alors la crise sanitaire a montré l'importance de Framasoft, pour ceux qui connaissent cette association. Framasoft, dont les usages ont explosé pendant la crise Covid, d'accord, qui a des prototypes libres divers et variés, c'est 3 salariés, quelques bénévoles. Donc, on est sur ces échelles de grandeur-là. Donc, finalement, c'est ce qui fait dire à certains, et on en parle notamment avec Lionel Morel, qui travaille dans le projet avec d'autres, Benjamin y est aussi, que finalement, c'est que les ressources numériques ne sont pas susceptibles d'être épuisées par l'usage, mais par contre, il y a un vrai risque d'épuisement qui peut frapper les communautés. Alors, il y a une façon de s'en sortir, de pérenniser ça, mais finalement, l'idée serait que la soutenabilité serait prise en charge par le marché, puisque, cas de Linux emblématique, puisque finalement, ce sont les grandes entreprises qui contribuent au développement du logiciel
par le biais de leurs propres salariés. 90% des contributions au logiciel Linux, c'est fait par des développeurs professionnels rémunérés par des entreprises. Donc, ce qui veut dire qu'il y a là quand même une grosse difficulté en termes de commun, puisqu'il n'y a pas de captation de la ressource en tant que telle, mais néanmoins, le fait que la pérennité dépend du soutien des grandes entreprises du numérique fait dire à certains qu'on est là sur des communs du capital. Alors, il n'y a pas de captation de la ressource reste libre, mais l'accumulation se fait très certainement dans le capital et pas dans les communs. Alors, l'autre mouvement qui se développe, mouvement qui se développe comme une critique au capitalisme de plateforme, il se développe aussi sur ce qu'il identifie comme les limites du mouvement libre, et notamment cette idée d'un agnosticisme vis-à-vis du marché, une non-critique du marché qui lui vaut parfois sa fragilité. C'est le mouvement du coopérativisme de plateforme. Alors, c'est Trebor Scholz qui est à l'origine de ce mouvement, professeur à la New School et qui avait un séminaire sur le digital labor. Donc, c'est un mouvement qui se développe en réponse à l'ubérisation et en critique au mouvement du digital labor. Et finalement, c'est très différent du mouvement libre, puisque là, la proposition, c'est de finalement remettre de la propriété, puisque Scholz dit très bien, on va faire un Internet de la propriété, mais une certaine forme de propriété, c'est la propriété collective, puisque la réponse, ça va être de mobiliser les statuts très anciens du coopérativisme, donc remettre de la propriété collective, et l'idée, c'est de dire que finalement, le présupposé, c'est que la réappropriation collective des outils de production, donc de la plateforme et de transaction par les usagers eux-mêmes, est une garantie de plus grande justice économique sur la plateforme et un garde-fou contre les dérives non éthiques. Donc, c'est remettre la plateforme aux mains des usagers en développant la propriété collective et une gouvernance démocratique. Donc finalement, on arrive là à une forme de solidarité qu'on pourrait qualifier à l'inverse du mouvement libre, de solidarité plus fermée, puisque le partage s'effectue au sein d'un cercle de parties prenantes identifiées, les coopérateurs. Alors là, la fragilité, c'est le risque d'isomorphisme, qui est un phénomène qui frappe le mouvement coopératif, quand bien même il n'est pas numérique, qui est que si on est le simple copier-coller de l'entreprise sous format coopératif, il y a un fort risque de dégénérescence et de perte de nos particularismes. L'entrée par les statuts est importante, c'est une avancée évidente, mais qui peut ne pas suffire. Donc sur le terrain, nous, ce qu'on voit, c'est une troisième voie. Ce qui nous semble très novateur dans ces expérimentations, c'est qu'elles inventent un nouveau modèle, c'est ce qu'on essaie de caractériser, des voies originales qui proposent un vrai pas de côté. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, de prendre le modèle technologique des grandes plateformes et de mettre tout ça sous du modèle coopératif, mais au contraire de proposer une autre chose, une véritable alternative, en veillant à articuler ce que les mouvements précédents peut-être n'ont pas permis. C'est à la fois de l'inclusivité, de la réciprocité. Et ça permet finalement de retravailler le coopérativisme vers des formes plus ouvertes. Bowens, Bollier ont travaillé sur déjà le coopérativisme ouvert, et des statuts vont être mobilisés, la SIC par exemple, pour ouvrir ce coopérativisme. Et une autre façon de penser libre, alors là j'ose le terme politique, c'est-à-dire que il y a dans les exemples proposés l'usage de licences à réciprocité. C'est-à-dire CoopCycle, c'est le cas. CoopCycle, son logiciel est libre, il est ouvert. En revanche, ne peuvent le réutiliser que des organisations qui se structurent en coopérative. Donc, il y a cette idée de réciprocité. Il y a une initiative que je connais mal, mais qu'il va falloir étudier sérieusement parce qu'elle me semble très importante. C'est une licence dont le nom vient de m'échapper. Je crois que c'est Hippocratique aux États-Unis, qui est une licence libre, mais qui permet la réutilisation, mais sous condition de respect des droits humains. Donc, il y a là une façon aussi d'inscrire le libre
dans une sorte de réciprocité, de sorte que l'accumulation se fasse aussi dans les communs et pas nécessairement dans le capital. Alors, ce qu'on a essayé de caractériser, c'est donc de situer un petit peu de nature de plateforme. Alors l'entreprise plateforme, elle est très bien renseignée, c'est le capitalisme de plateforme, le working paper de Benjamin Coria et de Bruno Carballa l'ont travaillé aussi. Et nous, ce qu'on propose, c'est ces alternatives. Alors jusqu'à présent, on parlait de plateformes alternatives. On définit ça en creux, là, on va essayer de proposer le terme de plateforme substantive. Alors, il nous semble qu'il y a deux axes différenciateurs assez forts qu'on est en train de tester. Il me semble que ça tient relativement bien la route. Le premier, l'axe vertical, c'est le niveau de numérisation, c'est-à-dire dans quelle mesure l'intermédiation, la coordination des échanges algorithmiques est poussée et dans quelle mesure il y a un pouvoir centralisateur et un pouvoir normatif de la plateforme via la coordination algorithmique. L'autre axe, c'est l'axe qui différencie rationalité formelle et rationalité substantive. Alors là-dessus, je m'appuie parfaitement, sans détour et de manière complètement évidente et originelle aux travaux de Polanyi, dans ces termes de formel et de substantif. Corinne, il faut penser au temps, il faut conclure. Oui. Désolé. Une minute, ça va? Depuis un moment, mais faites vite. D'accord. Donc, une rationalité formelle. Alors, la rationalité substantive, hein, c'est une économie qui va vraiment, qui vient de la dépendance manifeste de l'homme vis-à-vis de la nature et de ses semblables pour survivre. Donc, dans ce cadre-là, l'économie, c'est quoi? Ben, l'économie, ça n'est rien d'autre que la satisfaction des besoins. Et l'activité productive est là pour entretenir les liens à l'environnement social et à la nature. Et ces plateformes substantives, elles sont là pour réenchasser, réencastrer l'activité productive dans des liens et différentes spécificités. Ça me vaudra peut-être l'occasion d'une nouvelle invitation pour les présenter. Très bien, merci Corinne pour cette présentation autant du projet que pour cette comparaison des différentes versions de plateformes, des différentes éthiques que l'on peut observer là-dedans. Je passe maintenant la parole à Philippe Bouquillon, qui est le responsable de l'axe 1 à la MSH, Art, Industrie de la Culture et Création, pour le début de la discussion de cette table ronde. Philippe. Merci Guilherme. Je souhaiterais tout d'abord remercier les deux intervenants. Hein. C'était absolument passionnant et ça ouvre des pistes complémentaires. Hein. On peut trouver des liens. Donc je propose peut-être que dans un premier temps, nous prenions les questions qui viennent des internautes. Et puis après, on pourra prendre des questions s'il y en a parmi les participants, ou moi-même, j'en ai plusieurs qui permettront par exemple de compléter ce qui n'a pas pu être présenté dans la dernière diapositive de Corinne. Peut-être on peut commencer par tes questions, hein, comme ça on... Très bien. Hein? Eh bien, j'ai d'abord quelques questions pour Alain. Tu as évoqué le fait qu'il y avait une dimension en tout cas de synthétisation des contributions sur Faust. Alors, quelles sont les structures de gouvernance? Enfin, y en a-t-il? Et s'il y en a, quelles sont-elles? Avec l'idée qui a aussi été développée par Corinne, la réflexion sur centralisation ou décentralisation. Hein, c'est un petit peu ce qui est en perspective avec cette question. Et puis, tu as évoqué aussi, c'est une deuxième question, l'appropriation par tous de Faust et des concepts autour de Faust. Alors, y a-t-il une sociologie qui a été faite autour de Faust qui utilise Faust? Alors, tu as insisté sur les étudiants des conservatoires, mais si on va voir aussi du côté des musiciens professionnels, finalement, est-ce que ce sont des musiciens qui vont plutôt faire de la musique qu'on pourrait dire savante, hein, si je reprends des critères de distinction sociologique un peu classiques, hein, distinction entre les musiques savantes et puis les musiques plus populaires ou commerciales. Finalement, est-ce que Faust est un élément qui
qui recrée des distances entre d'un côté ce qui serait une musique savante et de l'autre une musique commerciale, ou est-ce qu'au contraire, ça crée des liens, hein, notamment dans le cadre d'une économie de la musique où on sait bien, hein, y compris justement pour la musique la plus commerciale, les grands acteurs ont externalisé auprès des musiciens une large part de la production. Hein, donc, est-ce que ces nouveaux outils communs, finalement, sont aussi utilisés par ces musiciens qui, in fine, hein, vont se réintroduire dans un circuit plus capitaliste, hein, ou au contraire, hein, s'agit-il d'une forme de musique qui reste distincte de ces musiques plus commerciales. Et puis voilà, j'ai une question, plusieurs questions aussi pour Corinne. Tu avais sur ta dernière slide évoqué la question des modèles économiques. Voilà, est-ce que là tu pourrais développer, parce que je crois que c'est un point vraiment essentiel, hein, donc à la fois les conditions de valorisation et puis en amont la capacité de ces structures à lever des fonds, les conditions dans lesquelles elles peuvent le lever pour assurer les développements informatiques. Hein. On sait bien que les coûts de ce genre de plateformes sont colossaux. Hein, donc tant du côté du financement de l'offre et que par la suite des modalités de valorisation, finalement, quelles sont les spécificités de ces plateformes, hein, par rapport aux plateformes entre guillemets capitalistes. Merci. On donne la parole à Alain pour commencer. Oui. Ok. Vous m'entendez? Très bien. Merci Philippe pour ces questions. Sur la première, donc cette idée de structure de gouvernance, comment tout ça se synthétise d'une façon, comment tout ça se rassemble. Il y a le rôle quand même central d'une institution publique qui est le GRAM à Lyon, donc qui a créé ce langage et qui peut-être ne s'attendait pas à finalement un tel développement dans le monde entier, dans la société finalement au sens large. Et on voit bien qu'il y a une communauté historique de développeurs, bidouilleurs, expérimentateurs qui est autour de GRAM et qui était encore très présente dans la conférence Faust 2020. Et donc, quand même, c'est GRAM qui va donner aussi un petit peu le tempo, quand je parlais de cette fameuse grande bibliothèque qui synthétisait tous les apports des uns et des autres en 2014, elle a été opérée en pratique et mise en ordre, on va dire, dans sa documentation, etc., par les gens de GRAM, en fait. Il y a un moment, ils ont dit merci à tous de vos apports, on va essayer d'organiser ça avec votre aide, hein, donc ils n'ont pas fait tout seuls dans leur coin, mais c'est eux qui ont été qui ont mené l'action de, entre guillemets, établissement de, enfin, je voulais dire pas normalisation, mais si quand même construction d'une hiérarchie de traitement, de modules, de sous-modules, etc. Ils ont organisé tout ça et donc le GRAM en tant qu'institution publique reste extrêmement important pour faire vivre le Faust. Hein. J'ai dit que voilà, tant qu'il y aura des compilateurs Faust, on pourra faire du Faust avec des codes anciens, mais c'est parce que GRAM est financé par l'État et que GRAM met à jour son compilateur régulièrement et c'est GRAM qui fait le travail de prendre en charge l'obsolescence des systèmes autour, en fait. Et c'est vraiment, ils le font remarquablement bien et c'est extrêmement agréable d'avoir une institution qui prend comme rôle, ce rôle comme ça d'organisation de la possibilité de travailler sur cet outil et d'augmenter la communauté, mais en même temps de structurer les choses. Toutes les actions, tout ce que j'ai mentionné sur GitHub, les nouvelles bibliothèques, mais aussi le réseau d'œuvres made with Faust, etc. Il y a un moment ou un autre, ça passe aussi par GRAM, ça se fédère en groupe de travail, on va dire, dans la communauté, assez informel, hein, avec les gens qui
sur des mailing lists se disent on est intéressé par ce sujet, on a envie de travailler ensemble, on a envie de faire une espèce de GitHub, réseau des GitHub en fait, voilà, qui opère comme ça les liens entre les choses. Et donc, le rôle de l'Institut de Gram est important. Le rôle de la communauté historique aussi, qui a promu le langage au début, on va dire il y a 20 ans, les 20 et quelques personnes qui ont lancé ce langage est aussi important. Ce groupe est resté consistant et toujours là autour de Gram. Pour ta deuxième question d'appropriation par tous et puis d'impact sociologique, si on a eu de la musique pendant la conférence Faust et on a entendu des choses complètement très très différentes, c'est-à-dire Michel Buffat à la guitare électrique avec l'ampli que je vous ai montré, en train de jouer du AC/DC, bon voilà. Et de montrer comment avec sa modélisation Faust aussi, il stabilisait la compréhension de ce qui a été un instrument cet appareil, cet ampli a eu son heure de gloire et pour pas perdre aussi ces savoir-faire, voilà, que l'écriture en Faust, la description en Faust de cet appareil stabilise les choses. Donc il y a la musique populaire, entre guillemets. Nous avions des créations de musique dite contemporaine, expérimentale, musique mixte, faites avec Faust. Voilà. D'un côté, il y a des gens qui ont montré des choses plutôt en jazz expérimental, etc. Et il y a des gens dont on sent bien qui sont attachés plutôt à une musique de notes, voire à de la musique classique, voilà. Et bon, donc c'est très 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 varié. Et par rapport à la question que tu poses par rapport au circuit capitaliste, etc., ce qu'il faut voir, c'est que comme Faust marche bien, alors je ne suis pas entré du tout dans ses qualités informatiques, de compilation, de production quand je disais, voilà, à partir du même code, vous pouvez produire différents objets informatiques utilisables sur différents terminaux. Il faut voir qu'il y a une qualité remarquable aussi de rendu musical très fin, très précis, et de code produit. Et ça n'a pas échappé à des entreprises. Voilà. Et donc, il y a des gens qui utilisent Faust. On a eu une contribution dans la Confaust d'une petite boîte italienne qui fabrique des cartes, des petits boîtiers sonores Arduino, mais qui va les vendre, qui implémente du Faust. Et finalement, pour l'instant, bon, ça se passe à l'amiable comme ça. C'est bien pratique d'avoir Faust parce que ça fait ça très très bien. Et, le rendu sonore est superbe. Et finalement, ils acquièrent ils l'achètent pas. Ils récupèrent ce langage, cette communauté qui a développé tout ça, avec cette énorme quantité de code, de documentation, etc., de tutoriaux. Enfin, tout ça est disponible aussi pour les industriels d'une certaine façon. Voilà. Si je puis me permettre de compléter juste un tout petit point à propos de Faust. Juste avant la conférence Faust qu'on a accueillie à la MSH Paris Nord, il y avait un Programmable Audio Workstation avec Faust qui concernait justement toute la communauté des utilisateurs de synthétiseurs modulaires, tout ce qui est Eurorack, VCV, Rack et compagnie. Et ça, c'est très, très populaire, en fait, de nos jours. Il y a une résurgence de l'utilisation des synthétiseurs modulaires. Et donc, une communauté qui se met aussi à utiliser Faust pour ça, quoi. Donc, en fait, c'est effectivement très ouvert, ça circule, quoi. C'est en ça qu'on peut parler de culture du code, bien au-delà des territoires habituels des musiques dites de création, musique savante, musique populaire ou quoi. On est dans des approches expérimentales en fait, mais qui sont très très larges, enfin de plus en plus larges en termes de public. Voilà. Je me permettais cette réflexion parce que malheureusement je ne pouvais pas être avec vous hier à Faust. Voilà, merci. Merci Anne. Peut-être Corinne maintenant pourrait prendre la parole.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, merci de me donner l'occasion du modèle économique. Juste pour vous dire que ces plateformes substantives, là, on a identifié des grandes spécificités et on est en train d'étudier comment elles se déclinent à 3 niveaux. Donc les modèles économiques dont je vais rapidement parler, les modèles de gouvernance et puis les modèles de travail, puisque sur les 3 champs, il y a quand même des innovations assez fortes liées à ces spécificités. Sur les modèles économiques, alors deux points. Donc déjà, d'une part, il y a Benjamin Correa dans le groupe et Bruno Carballa qui travaillent, qui ont déjà produit des choses. Je ne vais pas présenter ça à leur place. Néanmoins, ce qui est important de remarquer, c'est que, en lien avec leur positionnement dans l'économie substantive, ces plateformes, elles ont des modèles économiques hybrides, en tout cas pour ce qui est de la valorisation. Donc, elles ont des modèles économiques hybrides, c'est-à-dire qu'à côté du principe marchand, on va trouver le don, on va trouver la réciprocité. Et je dirais même que ce qui est intéressant au travers de certaines plateformes, c'est de voir, à l'inverse de l'économie collaborative, comment le principe marchand est mis au service de la logique réciprocitaire. Je vous donne un exemple rapide. Mobicop est une réaction à Blablacar. Blablacar, c'est quoi? Blablacar, c'est issu de covoiturage libre. Covoiturage libre, c'était des coopérateurs, vous, moi, qui covoituraient librement, gratuitement quand on le voulait, en se troquant des choses quand on le voulait aussi. Blablacar capte la communauté, codifie les échanges en les monétisant. Et ça devient une plateforme où il y a prélèvement de transactions. La communauté réagit et crée Mobicop. Et Mobicop, donc c'est une plateforme où il n'y a aucune transaction prélevée. En revanche, ce qui est assez novateur, c'est qu'elles vont vendre, Mobicop vend à côté de la plateforme grand public, des plateformes de covoiturage et des services d'animation de ces plateformes à des collectivités territoriales. Et de fait, cette dimension marchande-là permet de garder libre la plateforme grand public. Donc, il y a comme ça, autant on a pu voir que l'économie collaborative captait des communautés pour les codifier, les monétiser, là, finalement, on retrouve un peu, pas l'inverse, mais en tout cas, ça coexiste. Donc, une diversité. Il y a des monnaies locales aussi, il y a qui sont mises en... Donc, on a une diversité de principes d'intégration économique, au sens de Polanyi, je m'y réfère encore. En amont, et j'allais dire, c'est là que le bas blesse, alors bien évidemment qu'il y a une grande difficulté pour lever des fonds. Mais on voit des pistes de réponse. Alors déjà, des pistes de réponse, alors elle est moins importante que ce qu'on pourrait le croire, elle est tout aussi cruciale pour les acteurs qui sont en grande difficulté financière, mais c'est aussi en lien avec le positionnement où je les ai mis dans l'axe numérisation moins, c'est que c'est quand même des plateformes qui tentent de limiter la dimension numérique à l'essentiel, c'est-à-dire à déployer les liens et les logiques coopératives. On a une plateforme qui s'appelle Oiseau de Passage qui fait actuellement, de manière un peu provocante exprès, qui fait sa publicité en disant on va désumériser notre plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de limiter la collecte des données pour des raisons à la fois écologiques, d'accord, parce que stocker, traiter des données, ça a un coût écologique absolument énorme, à la fois pour respecter les données des usagers et à la fois parce qu'on n'a pas envie d'une tarification, donc Oiseau de Passage, c'est de l'hospitalité, d'un prix déjà tout calculé, d'une coordination qui ne va pas permettre la négociation entre acteurs. Donc, la numérisation de la plateforme est limitée volontairement. Il n'en demeure pas moins que ne serait-ce que, par exemple, Oiseau de Passage, pour faire leur V2 qui permettait le troc, les monnaies locales et de construire soi-même son offre tarifaire, il a quand même fallu des développeurs parce que la V1 était bien trop numérisée. Donc, bien sûr que des besoins financiers, elles en ont. Mais là, on avait hier des tables rondes dans le forum de la COP des communs avec des acteurs publics, dans la mesure où ces plateformes-là développent des modèles. À court terme, elles ont des modèles économiques, elles ont des propositions. La pérennité à long terme, elle doit se penser avec l'acteur public. À partir du moment où ces organisations s'intègrent dans l'intérêt général, prennent en charge une partie, alors appelons-le intérêt général, intérêt bien commun ou intérêt public ou que sais-je, ce sont des termes tellement
difficile à manier, que vous voyez toutes les précautions que j'y mets, on peut tout à fait compter sur un accompagnement qui ne vient pas, hein, parce qu'il y a quand même, par exemple, CopCycle, livraison à vélo dans Paris. Ce que permet CopCycle, c'est le maintien de la restauration des restaurants qui livrent, parce que Deliveroo, je ne sais pas si vous aviez su cette affaire, non seulement Deliveroo, on sait la politique qu'ils ont avec les livreurs, mais ce que vous ne saviez peut-être pas, même si ça a été médiatisé, c'est qu'il y avait dans Paris le projet de racheter des rues entières pour créer leur restauration, c'est-à-dire d'intégrer l'activité. Donc, ce que permet CopCycle, c'est aussi de faire le maintien de restaurateurs. Donc, dans ce cadre-là, la levée de fonds, elle doit se penser avec l'acteur public. La pérennité à court terme, c'est à eux, c'est aux plateformes de créer des modèles, mais la pérennité à long terme, elle doit se penser à l'acteur public. Et vous parliez de planification tout à l'heure, mais en tout cas, le développement de ces plateformes, elle doit être soutenue à long terme par la structuration d'une vraie politique de soutien en régulant les acteurs forts, en donnant des moyens aux alternatives, etc. Merci beaucoup. C'est intéressant de voir que dans les deux cas, les pouvoirs publics sont présents, gèrent des questions financièrement très lourdes ou de coordination. Alors, est-ce que dans le cas des plateformes, Corinne, qui sont étudiées dans le groupe, vous observez des cas de plateformes qui viseraient justement à une inscription territoriale précise pour obtenir le soutien de collectivités territoriales, pensant qu'il est plus facile à obtenir que des soutiens au niveau national? Alors oui, ça renvoie aux échelles et effectivement, alors l'intérêt de ces plateformes, la COP des communs et le groupe PEC, hein, qui étudie donc PEC plateforme en commun, viennent de sortir un rapport. Je pourrais envoyer le lien pour ceux que ça intéresse, où ils appellent ces plateformes des infrastructures au service des territoires. Alors effectivement, l'échelle, elle est territoriale. Pourquoi? Parce que ce que ces plateformes tentent aussi, c'est d'expérimenter des passages à l'échelle sur des modèles fédérés. C'est-à-dire le passage à l'échelle, l'effet de seuil est recherché en essayant de fédérer, à la fois techniquement, et là je pense à Framasoft, mais pas que, hein, de fédérer des communautés inscrites dans les territoires qui vont mutualiser, qui vont bénéficier, la plateforme va être là finalement pour mettre en lien ces communautés, mutualiser des outils, mise en visibilité. Donc ce passage à l'échelle qui serait via une logique de fédération permettrait de laisser les échanges inscrits dans les territoires. Et là où l'acteur public aussi peut être présent. Et là où peuvent se faire les échanges réciprocitaires. La réciprocité, elle peut s'inscrire dans les territoires. Donc, il y a une tentative de passage à l'échelle qui est évidente, mais qui se fait sur le modèle de la fédération, qui peut venir des communautés qui créent leur plateforme, ces oiseaux de passage, ou Framasoft, donc c'est très bottom-up, ou plus top-down, où Framasoft va créer toute une petite communauté, les chatons, qui vont être là pour des structures de l'économie sociale et solidaire, qui vont être là pour diffuser les prototypes libres fournis par Framasoft. Donc l'acteur public, oui, et Mobicop est avec les collectivités territoriales, et le statut de SIC permet justement aux collectivités territoriales et à des financeurs d'entrer dans la gouvernance. Mais elles restent frileuses, ces collectivités territoriales. Oui, de l'argent public encore à dépenser. Ben, merci beaucoup pour ces deux interventions. Il y a ces deux éléments de réponse. Il y a certainement des questions du côté des internautes, donc je me tourne vers Marianne ou Marie et Anne. Tristan Ouvray voudrait participer. Tristan Ouvray participer. Merci. On vous écoute. Oui, merci. J'avais une question qui rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit. C'est une question qui s'adresse aux participants de cette table ronde, mais aussi à l'ensemble des participants au colloque. C'est sur la rémunération des commoners. Parce que là, on l'a en effet vu avec le cas de Faust, c'est essentiellement la communauté universitaire, donc c'est payé sur la base d'un service public, de moins pour les universitaires français,
Peut-être Non, que c'est c'est pas des essentiellement universitaire. des universités plus privées aux États-Unis. Mais là, il y a une vraie question sur la rémunération des commoners et que j'aimerais bien que vous développiez un petit peu plus ce point. Ça a été abordé avec l'idée d'une pérennité de l'acteur public, enfin d'assurer la pérennité grâce à la présence de l'acteur public à long terme. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une sorte de service public qui engage des développeurs de code sur lesquels pourrait se greffer ensuite toute la communauté de bénévoles, par exemple? Ou sinon, comment se rémunèrent de manière concrète aujourd'hui les bénévoles qui participent au développement des codes? Est-ce que c'est sur leur temps libre ou est-ce qu'ils peuvent en retirer aussi un bénéfice quelconque? Qui parmi vous souhaite répondre le premier? Corinne? Je peux, oui. Alors, Tristan, tu n'as peut-être pas assisté au colloque en commun, mais il y avait une table ronde alors c'est un accès libre sur le site de l'AFD. Il y a une table ronde en commun, je ne sais pas si Benjamin est toujours en ligne, qui portait sur ça et qui est évidemment quelque chose qu'on va développer aussi dans Tapas, puisque c'est là-dessus aussi que la DARES nous attend, entre guillemets. Ce qui est évident, c'est que si on est dans des modèles qui sont parfaitement innovants, y compris conceptuellement, c'est-à-dire que si on est sur des modèles qui s'inscrivent, disons-le, dans une économie substantive, on n'est pas dans des modèles qui élargissent des cadres, on est dans des modèles qui débordent les cadres. Donc, de fait, ils ont besoin, nous semble-t-il, de dispositifs institutionnels adaptés. D'accord ? Donc, à côté, aujourd'hui, comment font les acteurs hybrides? Alors, d'une part, certains sont dans une grande précarité. D'autre part, c'est du bricolage. Du bricolage avec des bouts de contrat, être à la frange du salariat, etc. Donc, on peut imaginer une diversité à côté du salariat classique. Il faut être très prudent quand on appelle à des innovations, parce que le salariat est par ailleurs tellement attaqué qu'il ne s'agit pas de fragiliser le salariat, en tout cas dans notre propos-là, mais c'est de dire qu'à côté de l'emploi salarié, c'est subio, c'est penser aussi le travail au-delà de l'emploi, maintenir l'emploi. Et dans la table ronde, je ne vais pas reprendre des propos qui ont été très bien développés par ailleurs, mais dans la table ronde qui était en commun, on a parlé de droit à la contribution, on a parlé de tout un tas de dispositifs institutionnels qui permettraient à des contributions de se faire et d'être rétribuées sous des formes assez novatrices qui permettent de ne pas être que dans le salariat. Parce que ces plateformes choisissent du salariat quand elles le peuvent, mais font aussi le choix de ne pas salarier pour différentes questions que je n'ai pas le temps de développer là. Mais le salariat, si tant est qu'il y en ait les moyens, n'est pas toujours choisi comme forme unique de la contribution. Voilà. Mais c'est des travaux qui sont en cours, qui ont été bien abordés dans le programme en commun. Si Benjamin est là, il pourra peut-être prendre la suite et qu'on va creuser dans Tapas. Mais c'est une vraie problématique. Merci. Alain? Merci. Du côté de Fos, c'est un petit peu c'est assez différent. Comme je l'ai dit, il y a le rôle central de Gram pour maintenir les conditions de faisabilité et de possibilité du langage, à savoir développer le langage et permettre qu'il soit toujours opérant. Et donc ça suppose par le financement du ministère de la Culture français, parce que Gram est la région à Lyon. Et donc ça, c'est central, c'est nécessaire. Pour les universitaires qui vont développer du FOSS comme moi je le fais comme une recherche finalement. Quand je vais apporter un nouveau module en FOSS, c'est le fruit d'une recherche, d'une pratique, et ça va devenir carrément une publication finalement. Pour moi, ça entre dans une publication. Et il est assez réjouissant que sur HAL, maintenant, on puisse valoriser des publications de ce type-là. Et pas simplement un article. Bon, il y a bien sûr l'article qui ira avec, mais on entre, je pense, pour tous les universitaires, que ce soit, je pensais à Michel Buffat qui a fait son modèle d'amplificateur de guitare, c'est pareil, il publie là-dessus.
Et je vois les collègues anglais, c'était pareil. Les collègues universitaires publiaient des morceaux de code Faust au sens de la publication scientifique. Les expérimentateurs bidouilleurs, la communauté, guitare, synthé, etc., eux, ils ont un autre rapport. Hein. Ils expérimentent des choses pour faire leur propre musique. Et ils sont dans un esprit voilà, de partage du code. Et ils mettent en ligne ensuite le code qu'ils ont fait. Ensuite, qu'ils vendent qu'ils fassent des concerts avec, qu'ils vendent un album fait avec Faust côté technologie, ou que l'industriel italien, la petite boîte italienne que je citais tout à l'heure, qui fait des cartes physiques, des cartes électroniques qui implémentent du Faust, va gagner sa vie finalement avec des procédés élaborés par d'autres et disponibles gratuitement comme ça. Ils vont gagner leur vie avec. Voilà. Mais il y a plusieurs niveaux en termes de rémunération ou de rapport financier à Faust en tout cas. Merci. Y a-t-il d'autres interventions du côté des internautes ou des participants? Du côté des internautes, plutôt des remarques. Par exemple, Nico qui nous dit bon, GitHub libre, oui, mais a été revendu à 7,5 millions de dollars à Microsoft. Alors, voilà, effectivement, c'est tout le paradoxe de tous ces outils qui sont accessibles, qui nous donnent du service, mais qui, en effet, permettent de produire de la richesse au sens capitaliste du terme, quoi. Tout le monde, tous les intervenants, aussi bien Warda Bouziane que Serge Noiret, nous font ce genre de commentaires en disant oui, c'est bien joli tout ça, mais derrière, en fait, finalement, le capitalisme est toujours à une force de résilience infinie. Voilà, donc il y a moins de questions là qu'un constat. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des alternatives à ce constat-là, donc dans certaines plateformes que Corinne nous expose, on voit des tentatives d'alternatives. On est toujours dans cette tension, le pot de terre contre le pot de fer. Hein. Oui, alors après... après, je reboucle un peu sur... je pense qu'il y a quand même une articulation à construire. Si on veut vraiment que ce qui est promu, c'est-à-dire que la valeur soit partagée sur les territoires, soit partagée entre les acteurs et qu'il y ait une autre façon d'accumuler les richesses et la valeur. Donc, il faut co-construire. Enfin, je pense que tout ça ne peut se faire qu'avec une recomposition de l'action publique. Une autre façon, enfin bon, je sais qu'il y a des convaincus, on en discute dans le programme, on en discute avec En Commun, bien sûr. C'est aussi au travers de ces initiatives, les communs, et c'est peut-être là le lien, le passage d'échelle, toute la question à travailler, quelle est l'échelle des communs et comment, c'est que effectivement, il faut réarticuler tout ça. Il y a là de quoi à retravailler la notion d'action publique ou de politique publique, indépendamment de l'État, indépendamment. Mais voilà, je pense que on n'a pas dans le dessin, le schéma là que je vous ai proposé, en haut à droite, vous avez vu qu'il y a 2 quadrants qui sont restés vides. On va les travailler. En haut à droite, j'en parlais ce week-end avec Lionel Morel, ça pourrait être quelque chose comme alors avec tout le danger de cette notion, l'État plateforme, c'est-à-dire on pourrait avoir une centralisation, mais rester dans l'économie substantive avec des plateformes qui pourraient s'appuyer sur l'État plateforme. Elle cherche cet appui pour laisser justement l'échange dans la réciprocité et l'accumulation de valeur qui n'aille pas que dans le capital. Voilà. Oui, puis ça pose aussi des questions qu'on n'a pas beaucoup évoquées. Enfin, Corinne l'a évoqué un petit peu au début de son intervention sur les questions d'infrastructures technologiques, de cloud, et quand on voit la façon dont les quelques GAFA tiennent ces activités, avec toutes les questions aussi de souveraineté numérique que ça peut poser, la difficulté des pouvoirs publics à penser ces questions.
on comprend qu'en effet, c'est un vaste problème et que c'est sans doute plutôt en partant du niveau local, d'expériences qui peuvent s'ajouter et peut-être de partage d'expériences qu'on peut faire bouger les choses. Alors, justement, j'ai peut-être une question à ce niveau-là. Est-ce que ces différentes plateformes, et c'est une question qui peut s'adresser aux deux intervenants, parce qu'il y a sans doute, je ne sais pas, des dispositifs comparables à celui de Faust, est-ce qu'il y a des structures de fédération, des initiatives où eh bien, les porteurs de projets peuvent échanger autour de leurs expériences et essayer de tirer des enseignements? Oui, c'est fondamental. Hein. Toutes ces plateformes-là, sont structurées, se fédèrent et mutualisent et échangent et co-construisent. Et c'est pour ça que c'est très différent aussi des plateformes où on va avoir des plateformes qui vont rendre l'offre individuelle et mise en concurrence. Là, il va y avoir plutôt des structures qui permettent plutôt de coproduire de l'offre. Et par exemple, dans Oiseaux de passage, les catalogues de destination sont coproduits par plusieurs communautés territoriales. C'est aussi des lieux d'échange, c'est aussi des lieux. Donc oui, il y a des fédérations. Mais je voulais rebondir sur un point extrêmement important que tu disais, Philippe, et qui est un internaute qui soulignait dans la première table ronde, c'est la question de nos grandes infrastructures digitales, quoi. Donc les grandes infrastructures digitales sont aux mains des GAFAM, on va avoir des grosses difficultés, l'école, l'armée, etc. On en parle dans le programme TAPAS avec des collègues, c'est évident, hein, la question, elle est là. Hein. Et du côté de la musique, alors est-ce qu'il y a des structures de coordination Oui, il y a des associations au niveau, enfin l'association francophone d'informatique musicale qui essaye de coordonner les actions, en tout cas de promouvoir toute l'action publique qui peut être menée dans ce domaine, entre les laboratoires, etc. Je crois qu'il émerge quand même longtemps, on a chaque petite communauté, il y avait des langages inventés un peu partout, et on a mis du temps à avoir un langage comme Faust qui n'est pas du tout universel. Hein, ça c'est dans la communauté mondiale, mais qui s'impose quand même avec autant de poids pour ses qualités, qui rallie quand même une telle pratique. Souvent, il y a eu des langages développés par les uns ou les autres et qui avaient un usage pour 10 personnes. Voilà. Et il y avait des guerres comme ça de chapelles, de langages. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience, non seulement des qualités de tel ou tel langage, mais de la portée musicale, sociale, politique aussi, on va dire, de chaque communauté, et finalement de voir les choses un petit peu décantées, on va dire, autour de grands comme ça, de grands pôles. Faust d'un côté, un autre langage qui est graphique, qui est pure data, qui est en train de devenir, alors qu'il est un peu suranné, etc., quelque chose de très très employé. Voilà, ça se structure, ça se fédère d'une certaine façon. Voilà. Merci. Merci beaucoup aux deux intervenants, aux personnes qui ont posé des questions. Et voilà, il est temps, je crois, de rendre la parole à Guilherme qui va pouvoir conclure. Merci vraiment à tous, cette participation-là, aux questions qui ont été posées. Vraiment, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne fait que toucher du doigt l'ampleur de ces sujets-là. On aura l'occasion d'en reparler demain, certainement, dans la conclusion de la journée, mais disons, l'aspect politique et social ressort pour moi comme un point vraiment crucial dans toutes ces discussions-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut porter
plus loin que des activités très locales avec un public très réduit, tous ces projets, à mon avis, il y a vraiment une composante politique là importante à prendre en compte, et c'est tout à fait intéressant de voir cela apparaître dans des domaines aussi différents que le covoiturage ou la composition musicale ensemble. Voilà. Vu l'heure aussi, je crois qu'il est utile qu'on puisse terminer là cette matinée. Je rends la parole à Marianne, qu'on puisse donc conclure la matinée. Merci. Voilà, donc la Maison des sciences de l'homme Paris Nord remercie tous les intervenants de cette deuxième table ronde et tous les intervenants de la matinée. Nous allons maintenant faire une pause. Nous reprendrons les échanges à 14h pour 2 tables rondes. La première, les communs dans la cité, et la deuxième, la santé comme commun. Voilà, à tout à l'heure.